Voilà, ben bonjour à tous. Voilà, juste un petit commentaire pour les premiers, pour me dire si vous êtes bien, si vous entendez bien ma voix. Alors, je vais profiter ces 2 minutes pour, d'une part, ben, vous présenter cette deuxième séance de ces ateliers Canson destinés au portrait. Alors, je voulais aussi vous remercier pour la séance d'il y a 15 jours, la première séance consacrée à l'aquarelle, aux nuages et aux fleurs. Vous avez été nombreux à nous suivre, on a été vraiment ravis, ça nous a fait chaud au cœur, vous avez été présents, vous avez répondu, vous nous avez envoyé des images, j'ai essayé de répondre à tout le monde, désolé si j'ai pas pu répondre à tous encore, je le ferai. Vous avez posé des questions sur le matériel, sur les techniques, et voilà, c'était vraiment agréable de voir vos travaux. J'ai vu des images où vous étiez en train de dessiner en même temps que moi, devant un écran ou devant votre téléphone. C'était vraiment très agréable. Donc pour ce deuxième atelier, voilà, bonsoir. Super, mais merci, si ça marche, c'est parfait alors. Oui, donc encore merci hein, pour votre présence, c'est très agréable en ces temps où on est un petit peu calfeutré chez soi, de pouvoir communiquer via le net. Alors pour cette deuxième séance des ateliers Canson, nous allons parler du portrait. Ça a été une demande assez fréquente. On a un petit peu sondé comme ça, on a vu vos commentaires et c'est vrai que le portrait est quelque chose qui a été demandé souvent. Comment réaliser un portrait, comment avoir un visage expressif, comment faire qu'un dessin soit ressemblant, comment obtenir du volume, comment obtenir aussi des effets, de reflets, de lumière, etc., etc. Toutes ces questions, je vais... bonsoir à tous, on entend très bien. Merci beaucoup. Voilà, je peux lire les commentaires en direct. J'ai mis dans la description vous voyez en haut de l'image sûrement dans la description que vous pouvez participer au concours pour gagner un bloc de canson C à grain coloré et un crayon en carbone. Il suffit juste de s'inscrire, le tirage au ressort se fera par la suite. Vous avez 24 heures pour vous inscrire et il y aura un tirage au sort, voilà. D'autre part, je vous rappelle que cette vidéo sera comme les aquarelles en replay, hein, donc vous pouvez la revoir. On va voir pas mal de choses aujourd'hui. Vous verrez, il y aura plein de dessins, je vais vous montrer différentes techniques. Après, vous pourrez revoir la vidéo, mettre pause, je mettrai des images en description, il n'y a aucun problème. 5 sur 5. Bonsoir. Parfait. Très bien. Alors, nous allons commencer. Donc, pour cette séance, déjà des questions, on m'a dit, est-ce que j'ai besoin de sanguine, de 3 crayons? Pour l'instant, on va juste prendre crayon à papier et feuille blanche. Tout à l'heure, je vous parlerai de ce papier Canson dit C à grain. Alors, vous le connaissez très bien, ce papier, parce que ce sont ces fameuses petites ou grandes pochettes. Voilà, les fameuses pochettes Canson C à grain qu'on a tous connues, qui ont une vraie tradition, qu'on trouve très facilement et qui sont d'excellente qualité, qui étaient destinées à un public professionnel. Mais voilà, donc ces fameuses petites pochettes, on va dessiner là-dessus. Si vous n'en avez pas, prenez une feuille normale et juste un crayon, ça va être pour l'instant suffisant. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir Marilyn. Bonsoir. Alors, nous allons étudier le portrait. Alors, juste pour vous décrire un petit peu, on va essayer de voir comment est fait un petit peu l'anatomie humaine. Tout ça pour vous dire que nous sommes tous faits en dessous, pareil, le squelette est pareil. Après, il y a des différences. Selon si on a un grand front, un petit nez, les oreilles comme ci, etc. Mais en tout cas, il y a une base qui est identique pour tout le monde. C'est ce qu'on va appeler des canons. Alors, il faut bien insister là-dessus. Les canons ne sont pas pérennes dans l'histoire, dans le temps. Il y a eu des canons différents pendant l'histoire et l'histoire de l'art. Et chaque artiste a essayé de faire ses propres canons. Vous connaissez peut-être le canon de Polyclète, des choses comme ça, c'est-à-dire que la tête rentre 7 fois dans le corps. Parfois, ça va être 7 fois et demi, parfois 8 fois, parfois 9 mois dans la période qu'on va appeler le maniérisme, c'est-à-dire que la tête va être très petite. En tout cas, il y a quand même des constantes, mais c'est vrai que les canons changent. Et même, on est plus grand que nos ancêtres, par exemple, qui vivaient dans les grottes, qui ont fait les œuvres pariétales. Mais
il y a quand même des constantes. Ces constantes-là, nous allons les voir, par exemple, en revenant à la base. Alors, je vous montre ce dessin. Et voilà. Alors, pour ceux qui voient les commentaires en même temps, je sais que sur Android ou sur Apple, vous avez un petit bouton à droite, en haut ou en bas, pour supprimer les commentaires. Voilà, comme ça, vous voyez bien l'image. Alors, je vous ai mis ici un crâne. On va pas dessiner ça hein, aujourd'hui, parce que ça met quand même un petit peu de temps, mais ça va être la base pour comprendre comment diviser un visage. Alors, je vais partir d'un canon, c'est pas moi qui l'ai inventé ce canon, il a déjà été exploité, mais on va le diviser en 4. Alors pourquoi en 4? Mais vous voyez, il a 4 modules, 1, 2, 3 et 4, sachant que le crâne est un peu en dessous du 4. Pourquoi je mets le 4? Vous verrez tout à l'heure, en raison de la chevelure, question qu'on m'a souvent posée. Donc là, vous avez un crâne humain, d'accord? J'espère que tout le monde voit bien. Alors, ce crâne-là, vous allez le simplifier. Donc, ce que vous allez faire, vous pouvez déjà tracer, voilà, 4 lignes. Alors, moi, ce que je vous conseille, par exemple, vous faites un multiple de 4. Donc, par exemple, vous faites une hauteur de 16 cm avec 4, 4, 4, 4. OK? Donc, 4 x 4, 16. Et vous avez votre... Voilà, 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous prenez une règle et vous tracez au milieu pour avoir la symétrie. D'accord? Est-ce que tout le monde suit pour l'instant? C'est bon? Parfait. Maintenant, je vais essayer, regardez, de reproduire ce crâne avec des formes simples. Donc là, j'ai un arrondi pour la boîte crânienne. Et je vais revenir un petit peu, voilà, comme une ampoule ou une montgolfière. Montgolfière, d'ailleurs, qui est l'emblème de Canson. Voilà. Juste ça. Vous voyez cette ampoule-là, ou un œuf renversé, ou une poire renversée? Mais ça, c'est la schématisation de ça. D'accord? Tout le monde voit bien? Alors, très important, je vais vous faire un petit dessin. Quand on était petit, ou quand on apprend comme ça le dessin, souvent on fait un petit personnage, on fait ça en fait. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on fait un petit peu ça quand même. C'est-à-dire qu'on met les yeux très très hauts. C'est comme si on les mettait là, dans le front. Quand vous allez regarder un squelette, ou quand vous allez prendre un portrait où vous regardez devant un miroir, ou regardez les gens autour de vous, vous allez voir que ce n'est pas le nez, comme l'expression qui est au milieu de la figure, mais ce sont bien les yeux. Donc vous voyez que les yeux et les sourcils, l'arcade, les orbites comme ça, sont plutôt dans le milieu. Donc là, vous allez juste faire comme ça 2 arrondis, voilà, pour l'orbite, ok? Sachant que, déjà, première petite règle, l'espacement, on le verra plus tard, entre 2 yeux, c'est à peu près un autre œil, à peu près, pour bien les placer, ni trop loin, ni trop près. Donc là, on est dans le premier module, deuxième module, troisième module, quatrième module, là, dans le en dessous, là, de la moitié. Deuxième module, j'ai les yeux. Ensuite, le nez, alors pas la peine de faire aussi, souvent on ne sait pas trop, les yeux on fait comme ça, le nez on ne sait pas trop comment faire un nez, puis une bouche on fait comme ça, vous allez voir que avec des traits beaucoup plus simples, comment on va y arriver. Donc là par exemple, vous allez juste faire ça, voilà, un petit trait comme ça, pour marquer sous le nez, d'accord? Ensuite, pour placer la bouche, alors souvent la bouche va être, il y a une constante, va être non pas au milieu du premier module, mais plutôt dans le tiers supérieur. C'est-à-dire que vous divisez 1, 2 comme ça, et vous mettez la bouche. Donc là, faites juste un petit trait comme un M écrasé, on le verra. Voilà, et vous faites juste un petit trait là. Je vous expliquerai tout à l'heure, on va dessiner une bouche très précisément. Là, c'est vraiment pour avoir les bases. Vous voyez déjà votre visage qui apparaît. Voilà. Je vois vos commentaires. Un œuf, très bien, voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien le dessin? Voilà, je vérifie, c'est très bien. OK? Donc là, vous avez la simplification d'un crâne. Très bien. Ensuite, les oreilles. Une oreille, c'est généralement un module qui va du haut des sourcils jusqu'au bas du nez. Les oreilles, vous faites juste ça pour l'instant. Une oreille, c'est très très grand. On le verra de profil. Une oreille, comme ça, c'est à peu près un module. Ensuite, le bas du visage. Mais là, on a tous des visages différents. On peut avoir un visage plutôt en pointe, plutôt large, etc. D'accord? Et
pour finir le haut, alors c'est pour ça que j'ai fait un modèle à 4. Dans des méthodes, vous verrez des modèles à 3 par exemple. Moi, je préfère 4. Pourquoi? Parce que je préfère que les yeux soient un peu plus bas et qu'on rajoute des cheveux plutôt que se retrouver avec des yeux trop hauts. Donc là, à cette jonction-là, vous pouvez faire une amorce de cheveux. Et ensuite, s'il y a un petit peu plus de cheveux, vous le verrez dans le rainbow que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Et vous avez voilà, déjà un visage qui est à peu près réaliste et qui correspond au modèle du crâne. D'accord? Donc on verra après comment faire les yeux. Je vais vous expliquer précisément comment faire les yeux. Vous voyez déjà. Voilà. Alors le nez par exemple, on le verra aussi, c'est pas la peine de faire deux traits. Hein. Vaut mieux marquer une petite ombre dessous. Voilà. Voilà pour le coup, si vous voulez, les orbites, ça va servir, ça va faire comme des lunettes. Mais voilà. Alors si vous voulez, hop, on peut mettre une chevelure, pourquoi pas. On peut le faire sourire un peu, mais ça on le verra tout à l'heure. D'accord? Donc ça va être la base. La base. Je vous montrerai pourquoi. J'ai fait des petits exemples en prévision. Alors, si vous regardez par exemple l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, je ne l'ai pas dessiné en entier, j'ai dessiné que sa tête. Vous voyez qu'il y a plusieurs bras, plusieurs jambes pour montrer qu'il rentre à la fois dans un carré et dans un rond. Mais vous voyez les mesures. 1, 2, le front, les cheveux. Pareil. Les deux yeux, un espacement d'un œil entre les deux. Le nez, un module, et la bouche plutôt supérieure, plus près du nez que du menton. Ok? Donc là, on a pareil, ces 4 modules. Donc là, on se retrouve, voilà, c'est exactement pareil. Donc l'intérieur est le même, mais la superficie, le superficiel, c'est-à-dire ce qui va se trouver autour, va changer. J'ai fait un petit jeu pour vous montrer aussi que cette séance, c'est pour les adultes, c'est aussi pour les plus jeunes, vos enfants, vos neveux, vos nièces. Voilà, c'est aussi pour les enfants, je vais vous montrer pourquoi. J'ai pris ce modèle-là et j'ai fait des petits exemples. Alors, on va passer différents en revue. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce héros de bande dessinée, né à Malte, Corto Maltese. 1, 2, 3, 4. Et les cheveux. Et on se retrouve exactement pareil. Est-ce que tout le monde voit bien? Voilà, très bien. Un autre modèle. Tout ça, je le mettrai en descriptif. Vous la reconnaissez, j'espère. Regardez. 1, 2, 3, 4. Et le haut avec la chevelure. Alors là, il va y avoir un front plus grand. Est-ce que des personnes vont avoir la bouche plus basse, plus haute, etc. On ne sait pas. Alors là, c'est un petit jeu, vous allez comprendre pourquoi. Mais là, c'est pour les plus jeunes d'entre vous. Regardez ce que j'ai fait. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Donc, c'est Réponse de chez Disney. Il faut savoir que les dessinateurs de chez Miyazaki, chez Disney, sont de formidables observateurs de l'anatomie, en fait. C'est-à-dire qu'ils savent très bien. C'est-à-dire que vous avez un visage qui est un petit peu déformé, mais il est régi par exactement les mêmes lois. Regardez. 1, 2, 3, 4. Toujours. Alors là, il y a les yeux exagérés, il y a le petit nez en trompette, tout ça. C'est le principe d'un dessin ou de quelque chose qui est un petit peu exagéré. Un portrait charge aussi, mais en tout cas, c'est exactement les mêmes bases. Alors, là, vraiment, je me suis amusé. Regardez. Je pense que là, vous allez le reconnaître. Même lui correspond. Alors, il a le nez en trompette, il est beaucoup plus haut, mais regardez. Les yeux sont au milieu, la bouche. Son lointain cousin, c'est pareil. Tintin, c'est pareil. Même s'il est hyper simplifié, c'est toujours pareil. Ok? Après, évidemment, il y a des choses qui changent, mais vous allez voir. Encore pour nos plus jeunes, et j'espère qu'ils sont nombreux à nous regarder, ce célèbre personnage de manga qui s'appelle Naruto. Regardez, ça a l'air pas réaliste, mais en fait, c'est basé sur des bases très réalistes. Un module, 2 modules, le front caché par le bandeau, puis les cheveux éclatés qui dépassent. C'est toujours pareil. Alors, même elle, vous la reconnaissez, la petite Esther, les carnets d'Esther. Et bien voilà, c'est pareil. Les yeux sont au milieu, le nez, la bouche. 1, 2, 3, 4. Alors évidemment, ça paraît plus gros. C'est pour ça que souvent, quand vous allez dans des parcs d'attractions, les figures animées qui ont des têtes pas réalistes, elles sont beaucoup plus grosses parce que justement, elles doivent être régies par les canons
normaux, mais à une proportion plus grande. Et là, j'ai fait quelque chose à l'extrême, qui n'est absolument pas réaliste, et malgré tout, 1, 2, 3, et là, il y a le crâne qui s'arrête là, et la petite mèche de ce fameux Titeuf. Donc voilà, donc tout ça pour les plus jeunes, je mettrai ça en description, parce que je pense que peut-être pour les plus jeunes de faire le Léonard de Vinci, c'est un petit peu difficile, ou le Rimbaud. Et pour encore les plus jeunes, et là, je pense à mon fils qui m'a fait découvrir les Avengers. Regardez par exemple, est-ce que vous les voyez ces Avengers? Aussi pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus grands, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont intéressés par les croquis. Mais c'est exactement pareil. Là, regardez, Iron Man, c'est exactement en plus avec l'ossature dessous. Iron Man, Hulk, Captain America, etc. On obéit toujours aux mêmes règles. D'accord? Donc ça va être une constante. Donc, premier module, la bouche au tiers supérieur. Deuxième module entre la base du nez, les sourcils, le front. Troisième module. Et ensuite, la chevelure. Alors, hop. Maintenant, on va dessiner. Je vais vous montrer les choses. La différence entre la précision et la justesse. On va dessiner un œil précis, comme on voit par exemple dans une description de dictionnaire. C'est bon, tout le monde, vous avez votre crayon. Alors on va tout faire à main levée, il n'y a pas de souci. Vous faites un petit rectangle à peu près de cette dimension-là. D'accord? Alors si ce rectangle est plus petit, plus haut, si c'est plus un carré, ça va changer la forme de l'œil. Vous faites deux petits traits là, comme si c'était un petit drapeau. D'accord? Est-ce que tout le monde voit bien? Je veux bien les Avengers. Très bien, mais je vous l'enverrai. Je le mettrai en... Merci, je le mettrai en commentaire. Là, vous allez faire un arc de cercle en haut et en bas, comme... Voilà. Ça va être la base de votre œil. Vous allez faire un petit repli, ça s'appelle la caroncule, qui est juste à la base intérieure de l'œil. Donc là, on va avoir la paupière supérieure et là, la paupière inférieure. D'accord? Donc là, on a comme un espèce de fruit écrasé. Bien. Alors, on ne va pas placer pupille et iris en plein milieu. Vous allez dessiner plutôt un peu caché par la paupière supérieure. Vous faites un rond comme ça. Donc, vous voyez, je ne me sers pas de gomme, je fais des traits successifs comme ça. OK? Et vous faites un autre petit rond pour la pupille ici. OK? Donc là, on a l'iris. Vous pouvez faire des petits traits comme ça, qui va changer de couleur. Vous allez foncer la pupille. Vous pouvez même laisser un petit accent de lumière, comme un rond dans le rond. Ça, c'est le reflet. Voilà. D'accord? Et là, notre œil. Pour lui donner un petit peu de profondeur, toute cette zone-là, qui est sous la paupière, qui va recouvrir l'œil, vous foncez légèrement. Voilà. Alors, si vous voulez faire quelques cils, voilà. Donc là, je me sers d'un crayon, tout simple, un HB, ou vous pouvez prendre un 2B si vous voulez que ça soit un petit peu plus gras. Tout à l'heure, je vous montrerai la différence avec les sanguines, etc. Mais là, juste avec un crayon, même tout ça. Donc vous avez un œil. Voilà. Ok. Alors après, vous avez le sourcil. Là. Très bien. Je le simplifie assez. C'est juste pour vous montrer la différence entre la précision et la justesse. Là, vous avez quelque chose comme un dictionnaire de relativement précis. Malgré tout, vous pouvez vous retrouver avec des dessins qui, eux, ne sont pas précis, mais qui vont être justes. Je vous montre un exemple. Cette petite fille que j'avais déjà postée dans les commentaires pour préparer cette vidéo.
Regardez par exemple. Nous, on est des êtres humains, on sait que là, il y a un œil. Mais franchement, est-ce que vous voyez vraiment un œil? Pas vraiment, c'est une tache. Donc ça, quand j'ai reproduit ça, ben, je me suis attaché à représenter ce que je voyais et non pas ce que je sais de l'objet. Ça, c'est quelque chose de très important. Essayez de dessiner ce que vous voyez et non pas ce que vous savez des choses. Là, regardez, c'est juste une tache, une autre tache, mais une tache à côté d'une tache, mais mise au bon endroit, ça va donner un portrait. D'accord? On y reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc là, vous avez un œil. Il peut être, après, avec beaucoup de nuances. Vous verrez, etc. En revanche, regardez par exemple. Je vais prendre un... Voilà, c'est cette boîte que je cherchais de chez Lyra. Très belle boîte comme ça avec beaucoup de crayons. Une petite gomme dont je me sers. Un crayon. Un taille-crayon. Regardez par exemple. Je vais prendre un crayon plus gras que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voilà, on va prendre un 4B par exemple. Voilà. Si je fais ça, là vous allez dire, bon, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il nous fait vraiment un gribouillis. Si je prends que ça, c'est un vrai gribouillis. Mais moi j'aime bien les gribouillis. Pourquoi? Parce que si je mets un gribouillis à côté d'un autre gribouillis, et puis un troisième gribouillis, et maintenant un quatrième, qu'est-ce que vous voyez apparaître? Vous le voyez déjà un petit peu? Donc là, c'est un gribouillis, mais comme ils sont bien mis ensemble, enfin bien mis, en tout cas en respectant la règle des modules, ben, j'ai un visage qui apparaît. Pourquoi? Parce que là, regardez, le dessin n'est pas fait, mais vous l'imaginez déjà. Le dessin, c'est ça. C'est mon œuf de départ. Hop. Alors là, il y a la 1, 2, 3 et 4. C'est-à-dire que plus vous saurez faire les portraits justes, plus vous pourrez dessiner très rapidement les êtres humains en face de vous, d'après des portraits, parce que vous connaissez les canons. Alors j'insiste sur une chose très très importante pour moi, en tout cas pour moi, et j'aime transmettre cette idée, c'est qu'il ne faut pas que les hommes s'adaptent aux canons. C'est les canons qui doivent s'adapter aux hommes. Évidemment, on a tous le même squelette dessous. D'accord? Mais par contre, on peut avoir un grand front, un petit front, un grand nez, une bouche plus comme ça. Donc, si une personne ne correspond pas à un canon, ben, au contraire, c'est ça qui est bien, c'est ça qui font nos différences. Et là, par exemple, vous voyez que cette personne-là, j'ai commencé par un gribouillis, un autre gribouillis, je place mes oreilles, un module. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui faire une mèche de cheveux comme ça. D'accord? On peut l'affiner. Cette personne en soi n'existe pas. Elle n'existe pas. Mais en tout cas, ça permet, si vous êtes dessinateur et vous cherchez à créer un personnage, si vous avez des bases stables de construction, ben vous pouvez dire, elle a un grand nez, elle a un petit nez, etc., etc., etc. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai un œil pas précis, mais qui peut être juste dans le regard. Si je fais ça, par exemple, on le verra tout à l'heure, mais si je fais ça, là, ou là, d'un coup, il n'est pas content, là. Hein, ouais. Alors, soit il n'est pas content, et il fait la tête, il est soucieux, soit il n'est pas content, mais peut-être plus énervé, et plus comme s'il avait un plan machiavélique en tête, comme ça. D'accord?
Donc à chaque fois, vous voyez, juste avec des tâches, on arrive à trouver des choses. On va revenir quand même sur la précision. On a fait un œil, on va faire une bouche. Alors pour la bouche, souvent quand on est petit, j'exagère, hein, mais c'est un peu ça ce qu'on fait. On fait une bouche comme ça, comme une espèce de papillon d'autocollant. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord d'écraser une espèce de M comme ça, qui va être entre, voilà, entre les deux lèvres. La lèvre supérieure, vous la dessinez un tout petit peu avec un trait plus fin, et vous grisez un petit peu. Voilà. Et alors, là, ce que je vous conseille, c'est à ces deux endroits, c'est ne jamais fermer la bouche à droite et à gauche. Jamais. Faire plutôt une lèvre inférieure un peu plus pulpeuse et laisser de la lumière là. On m'a souvent demandé comment faire du volume. Et bien voilà, ne fermez jamais. Regardez par exemple. Regardez dans le Léonard de Vinci, il ne ferme pas là aussi. On verra dans le Rimbaud, on verra, et voilà, je reviens à elle. Regardez. Vous le voyez? Comme elle est éclairée par le dessus, c'est surtout sombre là, mais clair ici. C'est-à-dire que la lumière passe là. Si vous fermez là, ça fait vraiment, ça enferme trop. Donc ça vous permet de faire une bouche plutôt avec du volume. Voilà. D'accord? Alors je l'ai fait, où c'est qu'elles sont passées mes dessins de tous mes dessins. Vous voyez, réponse là. Hop, je laisse clair là. La Joconde, on laisse clair là. Même Hugo Pratt, très simplifié, il va faire pareil. Il va laisser l'ouverture là et là. Donc marquez plutôt l'intérieur de la bouche, un peu le dessus et un peu le dessous. D'accord? Voilà une bouche très simplifiée mais assez précise. Ensuite, pour le nez, je regarde un petit peu. Voilà. J'espère un replay. Oui, oui, ça sera un replay. Hein. Oui, oui, vous ferez à tête reposée, ça c'est sûr. C'est que je préfère donner plus d'informations et vous reveniez, parce que chacun a son temps de travail, et je vous comprends tout à fait. Mais vous pourrez le revoir en replay autant de fois que vous voulez, vous mettez pause. C'est juste que là, ben, j'ai envie de vous donner beaucoup d'informations, non pas que ça soit un petit peu saoulant, mais c'est surtout pour vous montrer toutes les connexions en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître les connexions. Je vous montre une Joconde, mais je vous montre Réponse ou Titeuf. A priori, ça n'a rien à voir, mais pour moi, tout ça, c'est du dessin. Et il faut savoir que les dessinateurs de BD, voilà, tous les dessinateurs de BD, par exemple, que ça soit des Moebius, des Manara, peu importe, sont redevables de Dürer et de ses gravures. Ils ont bien observé les aînés, ça c'est sûr. Pour le nez, alors, on va faire un nez. Regardez, par exemple, on va faire un petit trapèze allongé comme ça. Ok? Et là, on va faire 2 petits carrés pour les narines. D'accord? Donc comme je vous ai dit, le défaut, pas faire ça. Et jamais trop faire les trous pour les narines. Parce qu'on ne les voit pas trop. Donc là, par exemple, le nez, il y a 3 endroits. Le cartilage, enfin l'os plutôt, le cartilage, et là, le cartilage du bout du nez. Là, on a les 2 narines. Et après, on a les ailes des narines. Voilà. Et là, par exemple, après on pourra gommer, il vaut mieux faire une petite ombre sous le nez. Voilà. Pour donner du volume. Donc c'est pour ça que quand je faisais mon personnage très rapidement, vous vous souvenez, je fais ça et je fais juste ça. Si je fais ça, boum. Alors ça peut être un style, mais c'est vrai que ça alourdit tout. Et on peut être vraiment dans la douceur uniquement en suggérant ce qu'il y a sous le nez et non pas à droite et à gauche. D'accord ? Je regarde un petit peu comment dessiner les poils, sourcils, cils, cheveux, barbe. C'est souvent ces éléments qui trahissent le manque de réalisme. Et je comprends tout à fait. Et ça, c'est une très bonne question, qui est déjà à un niveau avancé. Les cheveux, on va le voir sur Rimbaud tout à l'heure ou sur la petite fille. Les cheveux, qu'est-ce que vous savez des cheveux? Qu'est-ce que vous savez des poils d'une barbe? Qu'est-ce que vous savez de, je ne sais pas, pareil, des feuilles d'un arbre? Votre intellect, c'est, on a des milliers, des millions de cheveux, ou il y a des millions d'arbres des millions de feuilles sur un arbre, ou des milliers en tout cas. Mais est-ce que vous les voyez, toutes ces feuilles? Est-ce que vous voyez tous ces poils? Est-ce que vous voyez... Non, vous voyez surtout des valeurs sombres. Quand, par exemple, on va travailler
J'anticipe un petit peu. Regardez ce portrait de Rimbaud. Qu'est-ce qu'il a sur la tête? Nous, on est des êtres humains, on sait qu'il a des cheveux. Mais en fait, si par exemple je viens d'une planète extraterrestre, je vois comme ça, je pourrais dire, ben, c'est un bonnet en fait. Parce que, est-ce que je vois tous les poils dessinés un par un? Non. Est-ce que je vois, voilà, il est tout jeune, il n'a pas de barbe, mais une barbe par exemple, je ne vais pas le voir de façon... Attendez, je coupe l'autre téléphone. Si vous avez des poils de barbe par exemple, essayez de plisser les yeux, de passer votre image en noir et blanc, vous verrez plutôt une ombre plutôt qu'une succession de 100, 200, 400 poils ou des millions de cheveux. D'accord? Donc souvent, ben là par exemple, vous voyez cette photo-là, tout ça c'est sombre et pourtant votre intellect va faire le chemin inverse. De la même manière que ça. Quand vous faites une tâche, votre intellect, si cette tâche elle est mise en situation avec une autre tâche, à ce moment-là, vous comprenez que c'est un visage d'enfant, ou de jeune femme, ou d'homme âgé, etc. Je vais vous montrer les différences entre un visage plutôt rond, comme ça, qui va être plutôt un enfant, ou un visage plutôt allongé. Donc ça, c'est une très bonne question, et ça, c'est ce qu'on va appeler les valeurs. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples, et on va essayer de travailler, voilà, notamment avec, voilà, notre Arthur Rimbaud. Alors, vous l'avez peut-être vu en description, pourquoi je prends lui? Parce qu'il est de face, mais légèrement de 3/4. Et on va essayer de le dessiner ensemble très simplement. Pourquoi je l'ai pris lui? Parce qu'il obéit parfaitement à notre règle des quatre modules. Regardez. 1, 2, 3, 4. C'est parfait. Pour nous, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on voit? Les yeux sont au milieu du visage, si je compte les cheveux. Entre deux yeux, j'ai la distance d'un autre œil. La bouche est au tiers supérieur, haut, plus près du nez que du menton. Les oreilles, parfaitement un module. On a un visage quasiment, enfin, pour illustrer, parfait. Après, chacun, on a des différences. C'est ça qui va faire la singularité de chacun. Mais là, on a notre visage parfait. Donc là, si vous voulez, on va le faire ensemble. Je vais prendre une autre feuille de chez Canson. Une feuille blanche. Voilà, je vous laisse le temps d'en prendre une autre. Et là, on va le faire ensemble, tranquillement. Juste avec... Voilà. Alors, ce que je vous conseille de faire, quand vous avez une image, peut-être vous avez pris une image chez vous, prenez-la, vous la mettez à côté de votre plan de travail. Si vous êtes droitier, vous le mettez à gauche. Si vous êtes gaucher, vous le faites l'inverse. Ce que je vous déconseille, c'est le mettre trop loin de vous, ou à la verticale, ou vraiment très loin, parce que vos yeux, ben, ils font un trajet, si c'est juste à côté, ben, le plus court possible. Donc vous voyez mieux les choses quand vous êtes pile à côté. Ah, le visage d'un enfant, on va y parler tout à l'heure. J'y suis tout à l'heure pour le visage d'un enfant, j'y arriverai très vite. Donc là, par exemple, ce que vous allez faire, par exemple, pour votre portrait ou pour Rimbaud, vous allez dessiner la forme globale, comme si c'était un objet. Là, vous voyez, là, il y a mon œuf de départ. Là, son crâne est là. Hein, mais je fais les cheveux déjà un petit peu là. Donc, si vous avez un portrait chez vous, on va l'affiner, hein, vous allez voir, il n'y a pas de souci. Si vous avez un portrait chez vous, faites d'abord la forme globale. Et déjà, même avec ça, c'est pour ça que j'ai voulu beaucoup en faire, vous avez déjà la structure. 1, 2, 3, 4. Si vous avez cette structure dans l'œil, c'est gagné pour la plupart. Donc là, par exemple, faites un petit trait. Donc là, on est à peu près à la moitié. Pour les yeux. Là, il est légèrement de 3/4, donc vous pouvez faire une ligne, non pas pile au milieu, mais légèrement arrondie comme ça. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Donc là, on va dessiner ce qu'on voit, c'est-à-dire les sourcils. Alors effectivement, il y a une petite ombre, mais vous voyez que là, il n'y en a pas. Vous voyez bien là? Voilà, il n'y en a pas. Donc là, je descends. Alors, si je sais pas, si par exemple je fais le nez là, il va être trop bas. Si là, il va être trop haut.
Donc là, je sais qu'il est à peu près comme ça. Je fais juste ça. Pas de détails, je marque juste là pour l'instant. D'accord? Là, je vais marquer la bouche. Vous voyez qu'elle est au tiers supérieur. Je marque l'intérieur de la bouche. Comme j'ai dit, le petit à m'écraser. Et je fais une petite ombre dessous. Pareil pour l'autre œil. Voilà. Donc là, on a un petit peu un œil précis, mais comme la photo est ancienne, on ne voit pas forcément. Là. Iris, pupille. Voilà. Son regard bleu comme ça, perçant, qui regarde le lointain. Voilà. Après, on va affiner. Donc là, par exemple, c'est un petit peu plus fin. On a notre oreille ici, l'autre oreille ici. Là, c'est un petit peu gros, donc on va comme ça l'affiner. Là, j'ai peut-être un peu trop de dimension. Je le diminue. Voilà. Et vous voyez qu'en quelques secondes, quelques minutes, vous avez déjà le portrait qui apparaît. La ressemblance, après, ça peut prendre beaucoup de temps, beaucoup de travail. C'est très dur d'avoir la ressemblance sans décalquer, évidemment. Donc là, par exemple, vous voyez qu'il y a une petite ombre et que le nez avance. Voilà le cartilage. Et là, la petite ombre dessous. Hop. Et je marque ça. Là, j'ai une petite ombre près de l'œil, etc. Et là, vous pouvez foncer les cheveux. Donc là, je réponds aux commentaires, mais comment faire les cheveux et les poils? Ben, là, c'est parce que si je fais ça, là, je ne vais pas en dessiner 150 000. Non, je fais une ombre. Parce que qu'est-ce que je vois là? Mais c'est une tache sombre. Ce n'est pas des cheveux. Donc, dessinez ce que vous voyez et donc pas ce que vous savez des choses. Voilà. Et là, comme ça, vous pouvez assombrir. Alors là, je mets une petite ombre. Et ça, je vais en parler plus précisément. Donc, vous voyez, en très peu de temps, on a un petit portrait qui, au moins, est juste. C'est-à-dire qu'il obéit aux règles de ces canons qu'on a vus. D'accord? Je regarde, c'est bon pour tout le monde. Merci pour les explications hyper claires, mais je suis ravi. Merci à vous. Voilà. Je vais vous montrer une petite astuce tout à l'heure quand on va travailler sur du papier coloré. Donc voilà. Donc là, je vous ai mis un modèle. Je peux vous remontrer la petite fille qui est une photo d'une célèbre photographe du 19e qui s'appelle Margaret Cameron. Vous pouvez le trouver facilement, Margaret Cameron. Et là, ça va être la sanguine, ce qu'on va travailler. Mais vous voyez, par exemple, 1, 2, 3, 4, etc. Chevelure. Pour la personne qui me disait les cheveux, oui, je vois des cheveux, mais je vois quelques mèches, mais c'est surtout une valeur sombre que je vois. D'accord? Alors maintenant, on va essayer de donner un petit peu plus de volume. Alors, je regarde un petit peu aussi les questions que vous m'avez posées, notamment pour les enfants aussi. Alors, Rimbaud, je le mettrai en description. Donc là, on va prendre du papier coloré. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez... ces blocs-là seront aussi à gagner, des blocs c'est à grains. Donc, on a le même papier canson, c'est-à-dire la même qualité du papier, mais coloré. Voilà, donc là, vous avez quelque chose de coloré. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle la technique des 2 et 3 crayons. Je m'explique. Technique des 2 et 3 crayons, il suffit, si vous, chez vous après, vous regardez, vous tapez portrait dessin Watteau, W-A-T-E-A-U, et vous verrez cette fameuse technique des 3 crayons qui a été très utilisée au XVIIIe siècle. Alors, ces 3 crayons, c'est sanguine, pierre noire et crayon blanc. Alors, vous avez dans ces boîtes de chez Lyra, ces petits sets, tout le nécessaire pour faire ça. Donc, vous voyez, voilà. Donc là, vous avez toute une palette de gamme couleur terre. Vous avez des sanguines, vous avez des sépias, vous avez un crayon blanc et vous avez du noir. Alors, on va prendre 3 crayons. La sanguine, le blanc et le noir. D'accord? Donc là, vous avez un taille crayon et vous avez une gomme mid-pain que je vais sortir ici pour vous montrer à quoi elle sert. Alors, juste un petit
un petit rappel. Qu'est-ce qu'une valeur? Alors, une valeur, c'est du plus clair jusqu'au plus foncé ou inversement. C'est ce qu'on va appeler une échelle des gris. Échelle des gris. Ça va aller du point 0 à peu près, c'est-à-dire le blanc du papier, et ça va être la zone de réserve. C'est là où il n'y a pas d'intervention du crayon. Et plus je vais foncer, soit en appuyant de plus en plus fort, je vais aller au plus fort de mon crayon, mettons à la zone 10. Okay, donc là, c'est le plus fort. Donc ça, c'est le plus clair, pour les parties par exemple les plus claires, et ça, le plus sombre. Sauf qu'on peut le faire de différentes manières. Soit vous appuyez, soit vous décidez de revenir de plus en plus, encore et encore, pour obtenir la zone la plus sombre. C'est ce que je préconise. Peut-être ça on verra une autre fois le travail des trames, qui est très important, notamment à l'encre de Chine et au crayon. Donc, les 3 crayons, pour préciser, ce n'est pas tant l'introduction d'une couleur dans le dessin que l'exploitation des échelles des gris en dessous de 0 et au-dessus de 10. Je m'explique. La zone intermédiaire, ça va être la sanguine. D'accord? Là, je suis à 0, là, je suis à 10. Donc là, 0, blanc du papier. Il n'est pas blanc, mais je vais dire blanc du papier parce que c'est la zone de réserve. Je fonce de plus en plus. D'accord? Hop, voilà, comme ça. Et je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Sauf que comme je suis du papier coloré, grâce aux 2 autres crayons, je peux aller plus loin que 10 avec du noir et en dessous de 0 avec un crayon blanc. Et à ce moment-là, j'élargis mon échelle des gris, donc des valeurs. Donc comme je vous dis, c'est pas tant l'introduction de la couleur que plutôt l'exploitation, le spectre de notre échelle des gris. Je vous montre un exemple. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Voilà. Donc par exemple chez Watteau, chez Watteau, il va utiliser ça, c'est-à-dire que la carnation va être plutôt sanguine. Il va mettre plutôt pour les chevelures, les vêtements, de la pierre noire, et pour les rayons de lumière, ça va être ça, mais par exemple sur le nez, sur les zones saillantes, sur les pommettes, sur les choses comme ça, pour donner plus d'éclat. Un petit exemple quand même aussi, pour vous montrer l'importance du volume. Est-ce que vous le voyez bien? Attendez, je regarde bien que vous le voyez. Voilà. Voilà. Alors vous allez faire par exemple une petite sphère. Ah, si vous n'avez pas de sanguine, c'est pas grave, hein. Vous le faites au crayon par exemple. Et vous faites une petite, sa petite ombre là, comme ça. Donc là on va faire l'ombre propre, c'est-à-dire l'ombre sur l'objet, notre petite sphère. Ok. Et on va faire son ombre dite portée, c'est-à-dire par exemple sur le sol. Et là, pour donner plus de volume, parce que c'était une question qu'on m'a souvent posée dans les discussions sur le site, c'est comment donner plus de volume. Alors il y a une petite astuce, c'est que vous allez foncer l'ombre portée, d'accord, voilà. Et ensuite vous allez foncer l'ombre propre, mais en laissant une petite zone un peu claire dans l'objet. Je vous montre, voilà. Là j'arrondis, voilà. Et cette zone-là s'appelle une zone de lumière réfractée. Donc là, par exemple, tous les peintres, absolument tous les peintres, hein, on va dire jusqu'à fin 19e, vont utiliser cette technique, que ce soit Ingres ou Delacroix ou n'importe qui. Hein. C'est-à-dire que dès que vous avez un volume, vous foncez un peu et vous voyez que ça vous crée comme si c'était arrondi et que si ça avance. Ça, il ne faut pas que ça soit blanc, c'est-à-dire le blanc du papier, mais que ça soit un petit peu plus clair. Et vous voyez que ça vous donne un tout petit volume. Je regarde, si vous voyez bien.
Alors, le même principe la gouache blanche, évidemment, vous pourriez l'utiliser avec de la gouache blanche. Donc ça, par exemple, regardez, j'ai fait, vous vous souvenez le Rimbaud? Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça, je l'ai fait au bic, par exemple. Donc là, par exemple, on ne peut pas revenir, c'est un petit peu difficile. Mais vous voyez ce que j'ai fait? J'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai mis une zone un peu plus foncée sur le bord pour donner ça. Alors là, ce papier est vraiment très bien parce que c'est des papiers qui peuvent, regardez la qualité quand même du grain, qui ont une très belle fibre. Et vous pouvez faire de la sanguine, même de l'encre, de l'aquarelle. C'est vraiment un papier extrêmement polyvalent. Et avec ces crayons, donc avec ces boîtes-là, ben, vous pouvez vraiment vous amuser. Je fais faire par exemple un petit... Alors là, par exemple, vous pourriez mettre par exemple un petit peu un éclat de lumière dans cette sphère pour lui donner un petit peu plus d'éclat. Et de la même manière, on pourrait foncer avec un petit peu plus de noir. Il faut que je me dépêche un tout petit peu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Ce que je voulais faire, je vais vous montrer quand même. Vous pourrez revoir ça, tout ça en replay. Ça passe très très vite. Alors, il faut que je retrouve, voilà, mon petit Watteau. D'après Watteau. Alors, je vais prendre des images que j'ai découpées dans des magazines. Ouais, par exemple, des portraits. Voilà. Voilà un portrait. Vous voyez ce portrait-là? C'est une inconnue dans un magazine. On va essayer de le faire un peu comme Watteau. Donc là, par exemple, ça vous permet de changer d'échelle un petit peu. Donc là, vous voyez, vous faites le contour de son visage. Cheveux compris. Ok? 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc je sais que les yeux et le nez vont se trouver là. D'accord? Je fais les sourcils. Pour l'instant, je mets juste en place à peu près où sont les yeux. À peu près ici. Là, il y a une petite ombre, mais je sais que le nez va tomber là. Et là, le sourire plutôt supérieur. Voilà. Avec un léger sourire. Et l'œil ici. Et là, déjà, on a en place. Là, c'est trop, ça va être plus bombé, mais en tout cas, c'était la structure. Et je rectifie. Donc là, j'ai les cheveux. Là. Ah, une oreille, regardez, exactement un module. Voilà. Je vais foncer un tout petit peu les cheveux avec ma sanguine. Voilà. Et là, je peux foncer un petit peu le bord du nez. Il n'y a aucun problème. Voilà. Hop. Hop. Je mets une petite ombre. Voilà. Et une ombre sur le cou. Voilà. Donc je le fais à la manière un petit peu de Watteau. Ok. Donc là, je vais vite. Je ne l'avais pas dessiné au préalable. Donc j'ai choisi ce modèle-là pour vous le dessiner là, en direct. Donc là, je le découvre en même temps que vous, mais j'essaye de réfléchir. Et après, ça devient comme un réflexe. À 1, 2, 3, 4. Et ensuite, vous pouvez prendre par exemple, vous voyez que là, il y a des éclats de lumière. Vous pouvez mettre un petit peu de lumière dans le front, sur les pommettes, sur le bout du nez, dans les yeux, un éclat d'œil. Voilà. Voilà. Et donc, dans ce petit set, vous avez par exemple des couleurs différentes pour exploiter. Alors là, par exemple, vous avez aussi sous cette forme-là, c'est-à-dire c'est des bâtonnets. Il y a des personnes qui préfèrent les bâtonnets, c'est-à-dire qu'ils le tiennent un petit peu, voilà, comme ça. Et ça peut être très pratique pour des formats un petit peu plus grands. Et là, vous pouvez, à certains endroits, mettre des accents. Voilà. Voilà. Vous la voyez un petit peu apparaître. Voilà. Donc vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps, il faut juste un petit peu de pratique.
ça vient pas tout de suite. Alors, un seul dessin comme ça pourrait me prendre les 40 minutes. Donc, je peux pas le faire en 40 minutes devant vous, parce que j'ai envie que vous en voyez plusieurs. Donc, essayez avec vos portraits que vous avez chez vous, de les travailler d'abord ensemble, de visualiser les 1, 2, 3, 4, placer les yeux au milieu, la moitié entre les deux, vous avez la distance d'un œil, le nez dans le premier module, l'oreille un module, et la bouche dans le haut supérieur vers le nez. Voilà, très bien. Je vais parler autre chose. Alors on peut s'amuser, hein. On peut s'amuser. Alors, regardez par exemple, j'ai découpé Alors je vais vous faire la différence par exemple entre un bébé et une personne plus âgée. Parce que ça, on me l'a beaucoup posé cette question-là. Alors pourquoi? Parce qu'on me dit souvent, ah mais quand on fait les bébés, on les vieillit aussi. Si je fais cette personne-là, pas de souci. Là, même si j'ai pas le holo du crâne, je vois où je suis. Voilà, attendez, faire tomber. Donc cette personne-là, je dessine avec les cheveux. Alors là, vous voyez par exemple la frange s'arrête vraiment au bord des yeux. Ça n'empêche que je sais que le crâne est par là. Et là, pour le coup, la personne est un petit peu âgée, ou même quand on n'est pas forcément âgé. Et là, on peut se permettre de faire une petite ride, ce qu'on appelle d'expression. Chose qu'il faudra absolument éviter pour les bébés. Voilà. Donc rendre les visages plus expressifs, comme l'intitulé le dit, c'est surtout choisir où mettre vos effets. Voilà. Là, des petites rides d'expression qui sont voilà, comme des petites. Là, vous pouvez mettre. D'accord? Alors, je vais assez vite. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Et là, vous avez la chevelure. Et on pourrait continuer encore. Mais c'est pour vous montrer que très vite, ça apparaît. Après, je vous conseille, pour faire un bon visage, vous regardez le visage et son modèle dans un miroir. Vous verrez tout de suite les défauts apparaître. C'est assez flagrant. Maintenant, je vais parler d'un bébé. Alors, ce petit bébé, alors, je sais que je l'ai fait quelque part. Il va falloir juste que je le retrouve. J'avais dessiné ce bébé. Je vais le retrouver. Je vais le retrouver. On va le faire quand même comme ça. Regardez. Donc ce petit bébé, là par contre, vous voyez qu'il y a des rides d'expression. Mais là, je vous conseille de ne pas les faire. Tout simplement parce qu'un bébé, il a une peau très douce, très lisse. Et si vous lui mettez des rides d'expression, ben, ça va le vieillir d'un coup. Ça va faire comme un espèce de bébé Yoda, mais il va falloir le faire de ça. Donc là, par exemple, vous faites des yeux assez grands parce que les canons d'un bébé, c'est légèrement plus rond. Un enfant a une tête beaucoup plus ronde. Vous faites par exemple le nez là et une petite bouche. Un arrondi. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Très rapidement. Les yeux, la même distance. 1, 2, 3, 4. Le nez, j'ai pas fait là. La bouche, et je laisse deux ouvertures là. D'accord? Alors là, je vais faire quelque chose
et je demande pardon au petit bébé que je vais dessiner, mais c'est pas grave parce que c'est moi quand j'étais petit, ça. Donc il n'y a que moi qui sera vexé. Je vais faire ce qu'il faut pas faire. Je vais vous montrer une erreur. Là, vous voyez là, ce trait-là, je sais pas si vous le voyez bien là. Vous voyez ce trait-là? Mais l'erreur, ça serait de le faire parce que regardez ce qui va se passer. Boum. Voilà. Alors là, c'est la cata. C'est la cata parce que là, je deviens un petit vieillard, quoi. Alors peut-être, c'est sûr, un jour je serai un homme vieux, mais là sur la photo, je suis pas vieux. Vous voyez là comme c'est terrible? Ça va pas du tout. Alors, ce qui est rigolo, pour blâmer personne ou pour pas pointer du doigt, mais c'est rigolo, vous allez sur Internet et vous regardez les tatouages un peu ratés. Vous mettez tatouage raté, notamment pour les enfants, et souvent le tatoueur, si c'est pas très bien dessiné, il va marquer justement cette ride parce qu'il dit, il faut que je sois précis, que je fasse tous les détails, tous les détails, tous les détails. Mais regardez ce que ça fait, c'est terrible. Il était tout à peu près mignon avant, et là, voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Vous voyez la différence? Mais là, vous faites pas ces rides-là. Si vous les faites, boum, ça le vieillit d'un coup. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup dessiné, je vous mettrai tout ça en description, je referai des portraits, comme ça vous pourrez en temps arrêté faire, vos dessins. Je veux bien regarder quelques questions. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez regarder dans un miroir pour voir vos défauts. Pas dessiner les sillons. Oui, je vous conseille, chez un enfant, la peau est très lisse. Faites-en le moins possible. Parfois, comme on dit, less is more, c'est très bien. Moins vous en faites, plus ça passe. Le cerveau, oui, le cerveau, ça travaille mieux dans le miroir. Ben merci, je suis ravi. Ravi de vous avoir eu. J'ai peut-être pas vu tous les commentaires, toutes les questions. Voilà, ben merci beaucoup Valérie, Florence, merci Étienne. Ah ben voilà, ben si ce cours était destiné aussi pour les débutants, etc. J'en profite pour vous montrer, parce que vous pouvez le faire à l'aquarelle, ça. Hein. Regardez par exemple. Tous ces portraits que j'ai fait à l'aquarelle, regardez. C'est exactement pareil. Vous voyez, c'est un peu Marilyn là. Vous voyez, c'est 2 taches, 1, 2, 3, 4. Pareil, 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 pareil. Tout est ordonné pareil. C'est après comment vous allez mettre, vous, votre intuition, votre toucher, votre sensibilité. Mais si vous observez la règle qu'on a vue en début de vidéo, si vous êtes arrivé en cours de chemin, revenez au début de la vidéo qui sera en replay pour voir comment aborder comme ça les portraits. Attendez, je regarde d'autres questions. Ah ben trop content d'avoir participé, je suis ravi. Chantal, merci. Baya, merci. Ben, merci à vous. Voilà, n'hésitez pas, postez vos dessins en commentaire, participez si vous le souhaitez au tirage au sort encore pendant 24 heures pour obtenir un bloc dessin CA-Grain et du matériel pour dessiner. Cette vidéo est en replay. Voilà, donc tous ces outils, comme je dis, ben, avoir un bon papier, ben, vous allez avoir un vrai plaisir à travailler, à avoir des sensations très agréables sur le papier. Donc vidéo en replay, pour rien oublier. Non, voilà, et donc si vous voulez acheter donc des sanguines, voilà, je vous conseille ces petits sets là, qui existent aussi dans des teintes grises. Alors on pourrait passer une heure entière uniquement sur la sanguine, uniquement sur les 3 crayons. Il y a aussi ces teintes grises là, qui sont très très agréables pour faire des portraits aussi, voilà, avec des crayons gris de différentes manières. Alors, j'ai pas eu le temps de vous parler de la gomme mie-de-pain, en 2 secondes quand même. Vous voyez que j'ai utilisé très très peu la gomme pendant cette séance. Ça c'est simplement l'habitude. Quand vous gommez, vous prenez une gomme blanche. Quand vous voulez enlever de la valeur au trait, vous prenez ce qu'on appelle une gomme mie-de-pain. Alors les gommes mie-de-pain, il faut savoir que ça agit pas comme une gomme normale. Ah, évidemment, ça peut gommer, mais c'est pas comme ça qu'on va s'en servir. Ça s'appelle gomme mie-de-pain, c'est parce que au départ, les artistes se servaient vraiment de gomme mie-de-pain. Vous en prenez juste un petit bout, ok, et vous le malaxez un petit peu. Voilà, c'est un petit peu comme un chewing-gum. Vous le malaxez comme ça. Voilà. Donc là, par exemple, cette ride d'expression, si je veux la gommer, je la gomme vraiment.
En revanche, si je veux enlever de la valeur à un trait, je vais vous montrer par exemple. Si je fais une ombre comme ça, si je veux non pas la gommer mais la faire chuter, je prends ça. Alors ce n'est pas estomper, c'est vraiment enlever de la valeur au trait. Et vous voyez, ça chute. C'est comme si vous enleviez, vous baissiez le volume de ça. C'est grâce à la gomme mie-de-pain. Et surtout, le reste de la gomme mie-de-pain, vous la laissez dans le papier. Vous ne prenez pas tout, vous prenez juste un petit bout. Et quand celle-là est trop sale, vous la jetez. Dites-moi s'il y avait d'autres questions. On ne peut pas ajouter nos photos. Aussi, une fois que la vidéo sera finie, si vous pourrez, dans les commentaires, poster toutes vos photos. Il y en a beaucoup qui ont été postés dans la vidéo sur l'aquarelle. Et j'ai répondu à beaucoup de personnes et je vous en remercie. Julia, je te remercie. Catherine, Christiane, je vous remercie aussi. Comment on envoie des photos, des dessins? Quand la vidéo ça sera fini, vous pourrez les mettre dans les commentaires et je vous répondrai. Voilà, vous pouvez toujours participer au tirage au sort. Voilà, il va être 7 heures. Super 7 gomme, oui, c'est très bien. Proportion hauteur-largeur du visage. Très bonne question. Alors j'en profite. Ah, on peut rebondir si vous avez 2 minutes de plus. Moi, je suis partant pour toutes ces questions. Regardez par exemple. Quelle proportion hauteur-largeur? Si vous faites par exemple une forme abstraite, comme ça, elle n'est pas très réaliste, mais si vous la divisez en deux, vous obtenez un personnage, certes caricatural, mais qui va obéir. Voilà, par exemple, il peut avoir un énorme comme ça. Vous pouvez faire comme ça, comme le portrait de Louis-Philippe, comme ça, et voilà. Et là, vous avez un portrait qui est un petit peu aussi caricatural, etc., etc. Ça, c'est plus ça. Mais votre rapport hauteur-largeur, je ne peux pas vous donner une règle exacte, parce que personne n'a le même visage autour du squelette. Donc, le rapport hauteur-largeur, il suffit de le regarder. Si, par exemple, vous avez votre visage qui est comme ça, que vous dessinez de la personne que vous regardez, mais vous regardez, par exemple, combien de fois sa hauteur rentre dans sa largeur, par exemple, rentre dans sa hauteur. Et si votre personnage, il est plutôt comme ça, à ce moment-là, vous obtenez, voilà, hop, très facilement. Voilà. Et ça, si quelqu'un pose devant vous et comme ça, il vous regarde, ça prend quelques secondes. Des croquis rapides, c'est ça, parce qu'une personne qui pose pour vous, déjà, c'est très fatigant de poser, alors que là, en quelques coups de crayon, vous avez le truc. 1, 2, 3, 4. Toujours cette règle. Au milieu, 1, 2, 3 et 4. Et comme moi, je le fais depuis longtemps, j'ai l'habitude, et vous aussi, ça deviendra une habitude. Alors, les crayons gris, c'est une autre texture, mais on peut imaginer d'autres variations. Voilà, ça fait un reflet. Voilà. Ah, qu'est-ce qui fait qu'un portrait ressemblant ou pas? Très bonne question. C'est-à-dire que souvent, quand vous faites le portrait de quelqu'un que vous connaissez, si la personne ne se reconnaît pas, soit le portrait est très réaliste et elle n'admet pas qu'elle est comme ci, comme ça, donc vous avez réussi votre coup, soit c'est pas assez ressemblant, et voilà. Ça marche beaucoup pour, si vous prenez une photo d'une star, par exemple, comme ça, elle n'est pas à côté de vous, elle se vexera pas. Regardez un présentateur télé, comme ça, il pose devant vous, il vous parle longtemps, il est à peu près de face. Qu'est-ce qui est ressemblant ou pas? Parce que si vous prenez une photo qui exagère, toutes les personnes qui vous font les portraits à Montmartre, par exemple, qui caricaturent vos visages, ils vous exagèrent le nez, le front, tout ça, etc. Mais pourquoi? Parce qu'ils connaissent très bien les mesures exactes du visage pour exagérer. Si, mettons, vous avez la bouche qui est petite, large, un peu basse, etc., lui va exagérer ça et vous allez quand même vous reconnaître. Donc la ressemblance, elle est extrêmement subjective. Juste un détail, moi, quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts de Paris, on nous avait fait faire les portraits de tous nos camarades de classe, mais de dos. Et je vous assure qu'on reconnaissait tout le monde. C'est-à-dire que la ressemblance, ça peut passer juste par un chapeau, une écharpe, une moustache, etc. Donc, si vous voulez une ressemblance parfaite, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment le regarder dans un miroir. Et là, vous verrez si dans le miroir, vous le reconnaissez encore, cette personne. Si vous la reconnaissez, là, c'est gagné. Ben, merci à vous. Merci Lise, merci Ezra. Difficile à faire le nez, oui. C'est pour ça que faites le moins possible. Regardez, les yeux, encore une fois, et surtout pas le nez comme ça. Ok? Faites juste ça pour l'instant, pour le nez.
Juste ça pour l'instant. Après, comme je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo, il y a le cartilage, il y a les ailes du nez, et là une petite ombre. Voilà. Et pareil pour le profil. Donc, essayez d'être le plus simple possible pour l'instant. Voilà. Prochaine séance sur la ressemblance, eh bien on va y arriver, il n'y a pas de souci. Écoutez, on a dépassé les 7 heures. Je vous remercie à tous. Comment proportionner le 3/4 merci beaucoup. À la règle du 1, 2, 3, 4, eh bien c'est parfait. Merci Martine, merci Sandrine, merci à vous. Voilà, c'est toujours un petit peu, ça va vite, mais c'est très très agréable. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Je vous rappelle le concours pour gagner une boîte, pardon, des crayons et un papier C à grains. Et pour rester, voilà. Donc, pensez aux enfants, ça a été beaucoup demandé, surtout pour les fêtes de fin d'année, on demande beaucoup de dessiner par exemple un enfant. Mais prenez ça par exemple, cet exemple-là, ou une jeune fille comme ça, faites-en le moins possible, vous allez voir que ça va plus ressembler, et surtout ne faites pas les rites d'expression. Voilà comment positionner un miroir pour un en face de vous, tout simplement, sinon vous prenez un selfie. On n'a pas vu le temps passer, moi non plus. Je parle un peu vite parfois, mais ça va, voilà. Très bien, je vous remercie à tous. Il est plus de 7 heures, je vais vous laisser vos occupations. Et prenez le temps de travailler. Vous voyez, un visage, ça se fait en quelques secondes. Et vous allez voir, pratiquez. Vous verrez que ça va être... voilà, j'avais beaucoup d'autres exemples à vous montrer. Je n'ai pas pu tout vous montrer parce que j'en prévois toujours beaucoup plus. Mais regardez bien vous-même, vos proches, puis après le cercle un peu plus loin, puis dans les transports en commun, dans une boutique, etc. Regardez, sans dévisager non plus, mais regardez, et vous allez voir, ah oui, cette personne, elle a beaucoup de distance entre le nez et la bouche, etc. etc. Donc c'est pour ça, il faut que les canons s'adaptent aux gens. C'est ça qui nous fait la diversité et la beauté, en fait, des gens, et peut-être une beauté parfaite, et moins, ou quelqu'un qui a un élément spécial dans son visage va lui donner beaucoup de charme. Donc de beauté parfaite, ça n'existe pas, il n'y a pas d'absolu. Donc le portrait absolu n'existe pas. Par contre, il y a des règles pour pouvoir après amener à toutes les différences et la variété humaine. Au revoir à tous, je vous remercie, toutes les descriptions, et n'hésitez pas, je vous répondrai pendant ces 15 jours dans tous les commentaires. Merci de nouveau à Claire et Alain de m'avoir permis d'organiser cette séance vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. On vous tient au courant pour la prochaine séance dans 15 jours. Au revoir et bonne soirée.